T'as toujours ce truc, tu sais, où un peu tu te dis c'est trop beau pour être vrai. Donc t'es content, mais à la fois tu te dis si je m'emballe trop, ça va peut-être pas se faire. Enfin, tu sais, je commence un petit peu à peine à sortir de ça, à me dire non, en fait ça se passe vraiment. Enfin, tu vois, maintenant que je vois que les choses se passent et que ça se passe bien, mon cerveau commence à intégrer que effectivement non, il y a pas forcément une merde qui va se passer derrière et que vraiment les choses arrivent. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je te souhaite la bienvenue dans Pourquoi pas moi en chemin. Ils ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Je t'invite à suivre le changement de vie de personnes exceptionnelles qui sont passées à l'action et sont en pleine sortie de leur zone de confort. Nous suivrons leur avancement, leurs peurs, leurs doutes, leurs réjouissances et le rôle de leur entourage. J'aurai le plaisir de les interviewer tout au long de ce fabuleux chemin grâce à un épisode trimestriel où vous pourrez leur poser toutes vos questions. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co. En attendant, je vous propose un nouvel épisode de Pourquoi pas moi en chemin. Quel plaisir de retrouver Cyrielle pour notre 3e rendez-vous. Double plaisir, celui de faire une interview en face à face et celui évidemment d'en savoir plus sur son changement de vie, d'architecte à illustratrice. Si vous avez manqué les 2 premiers rendez-vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mettre sur pause et commencer la lecture des 2 autres. Avec Cyrielle, nous avons parlé de sa mission de vie. Si vous aussi, vous rêvez de ne plus avoir l'impression de travailler et d'avoir du sens dans votre travail, j'ai créé un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Ce programme est finançable à 100% avec votre CPF. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Allez, je laisse la parole à Cyrielle Pisapia. Bonjour Cyrielle. Bonjour Charlotte. Je suis super heureuse de te retrouver aujourd'hui. Comme on disait, c'était en mars la dernière fois. Ouais, il y a 6 mois, ouais. Ça date un petit peu. Ouais. Qu'est-ce qui se passe de nouveau dans ta vie ? Eh ben écoute, je me faisais la réflexion, tiens justement, là dernièrement, que ça faisait 1 an, là ça y est, que j'avais démarré. Donc petite occasion de faire un bilan, de se dire qu'est-ce qui s'est passé en 1 an. Et c'est là que je me suis dit, ça a avancé quand même. Je pensais pas que ça avancerait si vite et je sais plus, c'est une de tes invitées qui disait, j'ai l'impression que ça avance pas assez vite, mais finalement quand on regarde en arrière, on se rend compte qu'il y a des choses qui se passent. C'est Émilie Martinet. Ouais, voilà. Ouais. Donc ouais, il s'est passé pas mal de choses, donc c'est cool. Et donc il s'est passé quoi en 1 an ? Déjà, je dirais par rapport à la dernière fois, me semble-t-il, on avait parlé un petit peu de commencer à travailler avec des maisons d'édition, etc. En fait, c'était un début, mais t'en avais pas trop parlé. Tu m'en avais parlé hors micro. Mais tu commençais à avoir des projets réguliers avec des marques. Oui. Mais la maison d'édition, c'était un truc dont on avait parlé hors micro et pas dans le micro. C'est ça, peut-être. Du coup, voilà. Donc ça, c'est. J'ai commencé à bosser avec une maison d'édition. Donc j'ai un premier livre qui sort en octobre bientôt. Génial. Enfin, un premier livre, c'est un livre que j'ai illustré. Donc je suis pas autrice, mais. C'est avec quelle maison ? Alors ça s'appelle Les Livres du Dragon d'Or et c'est en collaboration avec Le Monde, avec le journal Le Monde. Donc voilà, donc je suis super contente d'avoir fait ça et du coup de me rendre compte que c'est quelque chose que j'aime faire, quoi. Enfin, je voulais le tester et de savoir si ça me plaisait de faire des livres et voilà, banco. C'est confirmé. Ouais. Et au moment où c'est eux qui t'ont contacté du coup pour ça, comment t'as appréhendé la chose ? C'est-à-dire ? T'as eu peur, tu t'es dit, tu nous avais parlé la fois précédente de ton syndrome de l'imposteur. Non, Est-ce qu'il a été titillé ? Ouais, forcément un petit peu, mais en même temps j'étais super contente parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. En plus de ça, j'avais refusé juste avant de bosser avec une autre maison d'édition parce que les conditions, on n'arrivait pas à trouver des conditions qui fonctionnaient. Et donc du coup, je me disais mince, j'ai refusé ça et tout. J'étais hyper embêtée du coup parce que c'est quelque chose que j'avais malgré tout envie de faire. Et en fait, cette personne m'a contactée 1 semaine après. Donc du coup, c'est assez gratifiant de se dire finalement que les maisons d'édition viennent te chercher et que ça se passe bien. Enfin, Et puis c'est un bel exemple aussi parce que je me rappelle donc hors micro, tu m'avais dit en effet que tu avais été contactée par une maison d'édition qui te proposait des conditions financières et en termes de timing, il me semble, qui était un peu difficile, un peu t'en de dire bon les gars, c'est cool, mais en fait non. Ouais. Et c'est génial de se dire qu'en fait savoir dire non, en fait, si t'avais dit oui, t'aurais pas pu le faire
et donc non, parce que c'était sur le même timing en fait, enfin au même moment quoi. Donc j'aurais dû les faire, donc j'aurais pas dit oui à la seconde, ouais, effectivement. Et je suis d'autant plus contente que ça s'est hyper bien passé et que l'éditrice avec qui je travaille est adorable. Enfin vraiment, le courant est super bien passé, donc potentiellement on va peut-être continuer à travailler ensemble. Donc enfin non, vraiment que du plus quoi. Top. Et donc du coup quand ça s'est fait, comment tu t'es sentie? Est-ce que t'as fait la fête? Est-ce que j'ai fait la fête? Non, t'as toujours ce truc, tu sais, où un peu tu te dis c'est trop beau pour être vrai. Donc t'es content, mais à la fois tu te dis si je m'emballe trop, ça va peut-être pas se faire. Enfin, tu sais, je commence un petit peu à peine à sortir de ça, à me dire non, en fait ça se passe vraiment. Enfin, tu vois, maintenant que je vois que les choses se passent et que ça se passe bien, mon cerveau commence à intégrer que effectivement non, il y a pas forcément une merde qui va se passer derrière et que vraiment les choses arrivent quoi. Donc ouais, j'avais un petit peu cette dualité en se disant mais est-ce que vraiment c'est aussi beau que ça paraît? Et en fait, tu vois, après coup tu te dis oui, mais sur le moment tu sais un petit peu du mal à vraiment avoir le plaisir complet de commencer à bosser sur ce truc-là, se dire bon vraiment. Ouais. Donc ouais, après coup c'est cool. Top. Et au niveau financier, t'en es où du coup? Parce que là, donc t'as toujours le chômage. Ouais, j'ai toujours le chômage et je suis assez contente parce que je me rends compte que sur la première année en fait j'arrive à en vivre. Donc je pense, enfin quand j'ai démarré, je m'étais dit bon bah j'ai 2 ans pour mettre en route et que dans 2 ans il faut que je me dise ça y est, je vais réussir à en tirer un minimum, un SMIC quoi, minimum qu'on puisse en vivre et tout. Et finalement après 1 an de recul, je me rends compte que jusque là ça se passe bien donc génial. Donc a priori j'espère que ça va continuer et qu'il y aura pas de soucis quoi. Ouais. Et c'est drôle parce que là cet été, tu avais mis un post en illustration hyper sympa où tu disais, qui reprenait une phrase du podcast où tu disais panique, j'ai trop de boulot, où est-ce que je vais caler ça? Et panique, j'ai pas du tout de boulot, qu'est-ce que je vais faire? Et c'était un truc dont on avait parlé en mars et où tu as fait un petit post du coup oui, parce que c'est sur Insta restant. Ouais. Je pense que c'est quelque chose que tous les freelances ressentent parce que j'ai eu beaucoup de retours sur ce truc en disant bah oui mais je pense que c'est quelque chose que tu ressens longtemps avant de te rendre compte que oui c'est que ça tourne en fait, c'est-à-dire que oui, t'as des périodes creuses, c'est ce qu'on disait la dernière fois, mais de se dire bon bah c'est pas grave, ça va redémarrer ou de trouver un petit peu ton roulement par rapport à ça. Je pense que dans n'importe quelle branche finalement, c'est quelque chose que tu ressens. Bah d'ailleurs, tu dois peut-être le ressentir aussi. Je sais ouais, pas. Clairement, il y a des moments où, de toute façon, le mois d'août, les gens ils sont plus en mode à la plage, mais en même temps, ce qu'on disait, c'est que c'est un moment aussi pour te dire, ok, les gens sont à la plage. Bah moi aussi, je vais être à la plage et je vais apprendre à profiter de se dire de façon. Que c'est pas grave et qu'en fait c'est ça, mais sans avoir le stress de te dire derrière est-ce que ça va redémarrer et tout, de pouvoir te poser vraiment quoi, mettre ton cerveau un peu sur off et après quand c'est la première année, t'as toujours forcément la question de te dire et l'année prochaine, enfin est-ce que ça va vraiment redémarrer? C'est ça. Et quand ça revient tous les ans, après tu te dis bon bah c'est normal en fait. C'est ça, exactement. Et donc là dans ce gros projet depuis mars, donc l'illustration de ce livre, de cette BD. Non, c'est pas une BD, c'est un livre, c'est un roman jeunesse. Ok. Et t'as eu d'autres projets réguliers du coup qu'on continuait? Qu'est-ce que j'ai eu? Est-ce que j'ai eu d'autres projets réguliers? Je réfléchis. Après, j'ai toujours ces clients réguliers qui étaient déjà là avant. Donc non, à part ça, il n'y a pas eu enfin j'ai toujours des nouveaux clients qui arrivent régulièrement mais qui sont sur des projets individuels quoi, c'est-à-dire qui reviennent pas forcément, et j'ai les marques avec qui j'ai commencé à bosser, avec qui ça continue tranquillement, donc ça c'est cool. Donc t'es sereine. Ouais, génial. Ouais. Et il y a une chose dont on n'a jamais parlé dans le podcast, c'est la maladie dont tu es atteinte, la sclérose en plaques. Comment ça t'affecte du coup dans ton travail, dans tout ça? Alors déjà c'est une charge mentale en plus, donc en plus de la charge mentale du boulot de freelance qui est déjà une grosse charge mentale, de la charge mentale des enfants, donc puisque t'as beaucoup de choses à penser. Ah quoi. Bon? Ouais, c'est ça. Donc t'as un troisième créneau charge mentale qui vient s'ajouter, donc ça j'avoue que du coup si t'as pas une bonne organisation déjà c'est compliqué, parce que en dehors des traitements toutes les semaines t'as les rendez-vous tous les 6 mois avec le neurologue, les rendez-vous tous les ans avec les IRM. Donc il faut que tu passes à la pharmacie, il faut que tu penses à aller acheter les trucs, il faut que tu penses à prendre rendez-vous, t'as beaucoup de choses vraiment qui viennent. Et puis le stress aussi, j'imagine, de se dire comment ça évolue. Oui, alors ça encore ça va. Maintenant je suis assez en paix avec ça. C'est quelque chose qui me stressait au départ, mais là pour l'instant ça va. C'est pas quelque chose qui m'angoisse plus que ça, donc tant mieux.
Mais voilà, donc déjà sur l'organisation, il y a ça. Et puis après, il y a un moment donné où quand j'ai commencé mon traitement, le lendemain de la piqûre, j'étais KO, quoi. Donc il fallait que je l'organise dans mon planning, de me dire là, je me vois pas forcément de bosser, de faire un truc vraiment de trop bosser, parce que si je suis pas bien, il faut que j'ai la possibilité de me dire il faut que je me repose, quoi. Et ça, c'était pas évident au départ parce que je me prévoyais un planning normal et je me suis vite rendu compte qu'il fallait quand même que je prévoie un petit peu. Chose que je faisais pas avant quand je bossais au sein de l'agence d'archi, parce que j'étais pas bien, mais je me forçais à bosser, donc j'étais pas hyper efficace. Mais en même temps, t'as pas le choix, faut que tu sois là. Et tu leur en avais parlé de ça? Je leur en avais parlé, mais après c'est pas quelque chose. Enfin, ils le savent. Oui, on a beaucoup parlé parce que comme on était quand même assez proches. Mais tu sais, t'as un peu du mal quand t'as ce type de maladie. Enfin, c'est peut-être particulier à moi, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui le ressentent comme ça. T'as pas envie de te plaindre, en fait. Tu vois, t'as pas envie de dire ouais, ça va pas aujourd'hui. Enfin, juste tu prends sur toi et tu fais, en fait. Et du coup, quand t'as des comptes à rendre à quelqu'un, c'est un petit peu délicat parce que t'es pas bien. Tu sais très bien que la personne en face comprendrait, mais t'as juste pas envie d'être la personne qui est. Enfin, voilà. Et donc du coup, quand t'es à ton compte, c'est aussi du coup un avantage. Par contre, c'est que du coup, si tu veux te dire voilà, là j'ai besoin d'une demi-journée, j'ai besoin de 2 heures, machin, tu les prends. Donc c'est à la fois un avantage et à la fois un inconvénient parce que quand t'es freelance, faut quand même que tu bosses beaucoup. Donc c'est du temps en moins, mais t'es plus efficace aussi parce que tu bosses sur des créneaux où tu peux vraiment bosser. T'es vraiment à pleine. Tu peux te reposer quand t'as besoin de te reposer et te dire tant pis, je bosserai un autre moment et tout. Donc. Et dans ton choix de changement de vie, est-ce que tu l'avais pris en compte le fait de te dire justement le fait d'avoir cette maladie, ça peut avoir un impact sur ton calendrier, ton agenda? Ouais, complètement. Ouais. Mais comme les enfants, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que tu gères ton emploi du temps comme tu veux. Donc, même au niveau des rendez-vous, t'as tellement des rendez-vous tout le temps. Avant, je les calais entre midi et 2. J'allais vite au rendez-vous. Je prenais pas le temps de déjeuner. Je revenais au bosser. Enfin, tu vois, je faisais ça, alors que là, je sais que je prends un rendez-vous juste, peu importe. En fait, je peux le gérer comme je veux dans mon emploi du temps. Donc, ça, pour le coup, c'est vraiment une contrainte en moins, quoi. Ouais. Mais est-ce que ça a pu te faire peur aussi de te dire j'ai cette maladie, il y a des moments où je serais peut-être down, donc du coup le fait d'être quand t'es freelance, t'as pas de salaire qui tombe tout seul si tu veux. Les arrêts maladie, c'est un petit peu moins simple. Non, pas tellement parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'ai jamais eu besoin de prendre d'arrêt maladie quand je bossais au sein de l'agence. Je me débrouillais toujours en fait pour prendre mes rendez-vous en dehors de mon temps de travail. Alors que j'aurais pu, tu vois, enfin, je pense que ça les aurait pas dérangés. Enfin, vraiment, il y avait aucun souci là-dessus. Mais comme je te disais, de moi-même, j'avais pas envie d'être cette personne qui était une charge, donc je le faisais déjà. Donc je me dis, en bossant pour moi, enfin, d'autant plus quoi. J'ai même fait, enfin, je me souviens quand ma maladie se déclarait, où je devais aller à l'hôpital, tu fais une ponction lombaire, enfin, tu fais un certain nombre d'examens. J'avais pris mes rendez-vous pendant les vacances de Noël, quoi. Pour te dire. Donc, tu vois, j'avais pris mes rendez-vous pendant mes vacances, donc alors que j'aurais pu très bien dire, là, je serais obligée de m'absenter, etc. Donc c'est pas quelque chose qui m'a dérangée en me disant ça marchait déjà avant, donc il y a pas de raison que ça marche plus maintenant, quoi. Et ça s'était déclaré comment? Il y a pas eu de pas eu d'élément déclencheur sur la première fois. Donc pendant quelques temps, on n'a pas trop su ce que c'était parce que c'est arrivé vraiment comme un cheveu sur la soupe. Donc ça s'est déclaré comme ça avec des symptômes habituels de sclérose en plaques qui sont pas des gros symptômes mais qui sont un peu. C'est quoi du coup les symptômes? Alors ça peut être très très différent en fonction des uns et des autres. Okay. C'est pour ça que c'est difficile au départ de savoir ce que c'est. Moi dans mon cas, j'ai eu des fourmillements dans une main, dans le ventre. Mais alors dans la main, c'était des fourmillements en permanence, quoi. C'est-à-dire que je me suis réveillée un matin en me disant j'ai dormi sur ma main, c'est bizarre, j'ai des fourmillements. Et au bout d'un moment, je me suis dit c'est bizarre, ça passe pas, quoi. Donc tu vois, c'était étrange mais sans savoir trop ce que c'était. Et après quelques temps après, j'ai eu des décharges électriques dans le dos quand je me penchais en avant. Et c'est ça qui m'a fait, tu vois, quand j'ai fait la connerie que tout le monde fait, je suis allée voir sur Internet ce qu'il ne faut pas faire, n'est-ce pas? Et donc forcément, je suis tombée tout de suite sur cette maladie. Donc c'est ce qui m'a fait penser à ça. Mais ça a été ça. D'accord. Et aujourd'hui, dans ton job, est-ce que tu as des nouvelles peurs? Est-ce que j'ai des nouvelles peurs? Non, je dirais les peurs que j'ai, c'est à peu près les mêmes que la dernière fois. Je me souviens que j'avais dit... j'avais parlé de me dire de perdre entre guillemets ce que t'as acquis, c'est-à-dire d'avoir vraiment avancé dans ce que t'avais envie de faire et de te dire que ça s'arrête, quoi. Te dire c'est trop beau pour être vrai, donc à un moment il va y avoir une merde, quoi, forcément.
Donc, je suis toujours un peu sur ce truc-là, mais ça s'arrange. Comment tu le traites du coup? C'est avec le temps, en fait, je pense que tu vois que ça se passe bien. Donc, je dirais qu'avec le temps, ça se résorbe un peu tout seul, quoi. Ouais. Est-ce que tu as des doutes? Des nouveaux doutes? Des nouveaux doutes. Non, pas tellement. Non, pas plus que ça, je pense. Et c'est quoi tes plus grandes réjouissances? Là, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, je dirais d'avoir justement commencé à bosser sur des livres. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. Et en fait, là où je suis d'autant plus contente de faire ça, c'est que j'avais un peu l'impression d'avoir trouvé. Je me souviens que dans un des podcasts que tu faisais sur les coulisses, tu parlais de ta mission, tu sais, de vie. Et c'est un petit peu ce qui me manquait, c'est-à-dire que depuis que je me suis installée, tu sais, t'as pas mal de cases à cocher pour être bien dans ton job, ce qui est de faire quelque chose qui te plaît. Quelque chose pour lequel tu es compétent, de pouvoir en vivre, mais aussi quelque chose d'utile. Et un peu, je me posais cette question de l'utilité depuis le départ, ça m'embêtait parce que j'avais aussi envie de rentrer dans ce domaine-là. Et même si je me dis, c'est quand même un métier qui est utile, puisqu'en fait, c'est de la culture, les gens, c'est un plaisir pour les gens d'avoir une belle illustration, de l'offrir, il y a ce plaisir-là, mais j'avais envie d'aller un petit peu plus loin sur ce thème. Et en fait, d'avoir commencé à bosser sur ce bouquin-là avec Le Monde, je me suis rendu compte que l'utilité aussi de ce métier et que j'avais envie de pousser un petit peu plus et de continuer dans ce domaine, c'était de travailler sur la représentation. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à bosser sur ce livre, ils m'ont demandé, et quelque chose que j'avais aussi envie de faire moi de mon côté, donc ça tombait bien, d'avoir des représentations d'un panel de personnes qui soient vraiment représentatives de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui sont pas représentées dans les bouquins et c'est un vrai problème pour toutes ces personnes qui sont concernées. Par exemple, les personnes racisées, les personnes grosses, les personnes un peu plus âgées. Enfin, il y a tout plein de personnes qui sont pas représentées et qui fait que, dans les mentalités de la société, ça fait partie de la discrimination finalement qu'on peut trouver. Et du coup, je suis très contente d'avoir travaillé pour ce bouquin parce que justement, ça a été une vraie demande de dire j'aimerais qu'on représente tout le monde. Alors pas de manière extrême, mais vraiment que ce soit une représentation. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important parce que c'est quelque chose qui joue vraiment sur les mentalités en fait. Ouais. Et avoir un impact. Voilà, qui peut avoir un impact, alors à petite échelle, mais je me dis que si on fait tous un petit peu ça, on en discutait justement avec des copines illustratrices qui me disaient mais c'est fou parce que avant les petites filles par exemple s'identifiaient vachement sur des héros garçons parce qu'il y avait que ça, mais l'inverse c'était compliqué pour un garçon de s'identifier sur un héros fille. Et ces personnes, c'est pareil pour des enfants racisés par exemple, tu vois, qui vont s'identifier à des enfants blancs, mais l'inverse n'est pas possible. Et ça franchement c'est un vrai problème je pense. Et du coup je suis contente parce que là du coup je commence aussi à bosser sur un autre bouquin pour lequel c'est une vraie demande aussi. Et voilà, j'ai envie de faire ça. Les choses après n'arrivent plus par hasard. Voilà. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir trouvé vraiment une raison de faire ça. Et du coup, je suis très contente de faire ça, du coup. Génial. Ça, c'est un vrai sujet par rapport à l'utilité de dans la mission de vie. Clairement, un truc qui est important, c'est d'être aligné avec ses talents, ses valeurs, et puis aussi d'offrir quelque chose au monde. Et souvent, il y a des personnes qui me disent, mais Charlotte, en gros, moi, j'ai pas envie de travailler dans une ONG, j'ai pas envie d'aider les petits vieux. Et moi, ce que je leur dis, c'est qu'en fait, dans tous les jobs, on peut apporter quelque chose aux autres et au monde. Et typiquement, tu vois, quand tu disais j'apportais rien, mais rien que tes illustrations sur ton profil Insta, moi je sais qu'à chaque fois que je les lis, ça me donne le sourire. Et donc du coup, tu m'apportes une touche de bonne humeur tous les jours, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours de gens qui m'envoient des messages sur Instagram, qui me disent merci, ça m'égaye ma journée et tout. Donc je suis d'accord avec toi, j'apportais pas rien. Mais je voulais aller plus loin. Ouais, j'avais envie d'aller plus loin. C'est-à-dire que j'ai envie d'avoir ça parce que c'est vraiment très agréable de te dire oui, t'apportes de la bonne humeur et tout. Enfin, c'est chouette aussi, mais j'avais aussi envie d'aller dans quelque chose d'un petit peu plus engagé, sans que ce soit forcément, mais d'aller un peu plus loin dans cette démarche-là. Mais tu vois, on en parlait avec Arnaud Giraudon, qui est donc le fondateur de Fortunéo. Ce sera l'épisode qui va être diffusé là dans 2 jours. Et Arnaud, il disait qu'il était hyper heureux parce qu'en fait, quand il a créé à la base Fortunéo, ça s'appelait Symphonis, et c'était de la bourse en ligne.
C'était un des premiers acteurs, c'est devenu le plus gros acteur là dans le domaine. Et il disait, mais en fait, j'ai simplifié la vie des gens qui géraient de la bourse. Et il dit, mais en fait, j'ai transformé la vie de personnes. Alors oui, on parle de bourse, mais juste dire que tu as un impact sur le quotidien des gens, un impact positif, c'est chouette. Ouais. Alors aujourd'hui, bon, il a envie de s'engager dans d'autres choses. Il a soutenu une candidate pour les élections européennes, régionales, en Bretagne. Qui est d'ailleurs Claire Desmarais-Poirier que j'avais interviewé, je sais pas si tu l'avais écouté. Ouais. Et il disait lui il dit il a envie d'agir sur la planète, sur le fait qu'en gros c'est important de protéger notre planète, et donc il s'investit. Mais c'est en fait, tu vois, je me dis que tout le monde peut s'investir, et même dans ta mission de vie. Même, tu vois, ce que je disais, un coiffeur, il permet à une personne de se dire qu'il sort du truc en disant je suis belle ou je suis beau, quoi. Ouais, il apporte de la bonne humeur. C'est ça, en fait, il faut pas penser que du coup, la mission de vie, c'est que, en effet, tu vas changer le monde. Et parce qu'en fait, le monde, on le change tous à notre façon, et on a tous besoin de tous les métiers, en fait. Le boulanger, il va nous apporter du kiff. Dans chaque métier, il y a du positif, il y a de l'utilité dans le monde, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Et il y a eu plusieurs questions qui ont été posées sur Instagram pour savoir. Alors, attends, je reprends la liste des questions. Est-ce que tu as... alors déjà, comment faire pour vivre de ce métier financièrement parlant ? Alors, c'est une grande question, effectivement. Moi, je dirais que c'est peut-être pas mal de multiplier ses sources de revenus, d'essayer de multiplier ses sources de revenus, parce que déjà, ça permet de savoir déjà ce qui te plaît, parce que tu testes plusieurs choses, et forcément si ça te plaît, tu seras plus compétent et tu seras plus heureux de le faire, donc forcément tu vas attirer un peu plus facilement ton client idéal. Et puis oui, je pense que multiplier aussi ce que tu fais, si t'as une des branches qui ne fonctionne pas, tu peux aussi te reposer sur d'autres. Après, ça prend du temps. Ça serait quoi du coup les différentes sortes de choses à faire dans le métier d'illustratrice ? Alors, je vais parler de mon cas parce que c'est ce que je connais. Moi, je travaille vraiment avec plein de clients qui sont très différents les uns des autres. Déjà, ce que je te disais la dernière fois, les particuliers avec les commandes personnalisées, ça c'est une branche. Je travaille avec des entreprises aussi. Donc ça va être des clients qui vont revenir de manière un petit peu plus régulière. Maintenant, les maisons d'édition, j'espère que ça va continuer. Et en dehors de ça, je sais pas si tu as vu, cet été, j'ai essayé d'ouvrir un shop en ligne où je mets en ligne des choses, où ça, c'est encore quelque chose à côté. Donc, tu vois, je dirais que là, j'ai quatre sources de revenus qui sont plus ou moins élevées. Par exemple, mon shop, par exemple, pour l'instant, c'est pas une grosse source de revenus, mais c'est quelque chose que j'aimerais alimenter. En sachant qu'en plus, ces sources de revenus, t'en as qui sont, entre guillemets, plus rentables que d'autres. C'est-à-dire que travailler pour des livres, c'est pas forcément ce qui paye bien. Mais si c'est quelque chose que t'aimes faire, il faut qu'à côté t'aies d'autres choses qui payent un petit peu mieux. Avoir des partenariats ou travailler, voilà. Donc ça, je pense que c'est intéressant d'avoir plusieurs. Je dirais que c'est ça. Plusieurs sources de revenus. Ouais. Et puis pas un gros client, tout est dépendant. Je pense. Et par rapport au shop, d'ailleurs, petite parenthèse sur les questions. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée ? Qu'est-ce qui a fait que tu l'as lancé à ce moment-là ? En fait, ça fait longtemps que je voulais le faire et que je trouvais pas le temps. Et que je m'étais dit il faut que soit j'alterne sur mes posts Insta. Je voulais vraiment trouver le temps de faire ça. Et puis finalement, je me suis dit on verra quand j'aurai un creux. Tu sais ce qu'on disait à un moment donné quand t'as pas de boulot et que je me suis dit peut-être que ça va être le moment plutôt que de paniquer parce que j'ai pas de boulot, ça sera peut-être le moment de tester des choses en fait. Et du coup, ça, je trouve que c'est intéressant de te dire les moments où t'as des creux. J'ai fait une liste. De dire le jour où j'ai pas de boulot, plutôt on en avait parlé à l'époque en disant en effet d'écrire les choses. Voilà, ça te permet de pas être en panique, d'avoir ton cerveau qui sait plus quoi faire. Et du coup, je me suis dit qu'est-ce que j'aimerais faire le jour où j'ai pas trop de boulot. Et ça faisait partie de choses que j'avais envie de faire, parce qu'en plus la poutre du temps, c'est quelque chose que j'avais fait pour mon aîné. Et à l'époque, j'avais pas trouvé une jolie poutre du temps qui me plaisait, donc j'avais pris un truc hyper standard et tout. Je me suis dit, du coup, je me ferai la mienne. Alors, c'est quoi une poutre du temps pour ceux qui n'ont pas vu sur ton shop? Une poutre du temps, c'est un calendrier linéaire que tu affiches au mur. Je crois que c'est un truc Montessori à la base, qui permet de visualiser l'année en entier. Alors c'est mieux de le faire sur une ligne justement parce qu'on voit vraiment où elle commence, où elle termine, et ça permet aux enfants d'appréhender le temps. Donc de voir tous les jours ils avancent d'une journée, donc ils voient une journée ce que c'est par rapport à une année, à un mois, à une saison, etc. Et ça leur permet d'apprendre ce que c'est demain, hier. Moi par exemple mon cadet il me dit toujours oui est-ce que ce matin on peut faire ça alors qu'on est le soir. Et il comprend pas que c'est déjà passé. Ou alors il me dit oui hier on a fait ça alors que c'était il y a un mois. Et du coup ça lui permet de comprendre non hier tu vois c'est par rapport à cette journée, etc.
Ou l'enfant qui te dit oui, mais on fait toujours ça, on l'a fait une fois. Oui, c'est ça, exactement. Et du coup, voilà, même de savoir quand est-ce qu'il a école, etc. Et d'appréhender vraiment le calendrier. Et là, c'est vrai que le matin, il arrive, il regarde, il dit demain il n'y a pas d'école, etc. Donc il arrive un petit peu à se repérer dans le temps. Et du coup, j'avais envie de me dire, je vais leur faire une à eux. Donc ils m'ont donné des animaux qu'ils aimaient, etc. Et je me suis dit, du coup, c'est sympa parce que c'est un outil que tu peux proposer. Moi, j'ai plein de parents qui me suivent. Et nous, c'est un outil qu'on utilise vraiment à la maison. Et je me suis dit, voilà, de proposer un truc qui soit sur mon univers et tout. Alors, t'as toujours ce doute de te dire, est-ce que ça va intéresser les gens? Est-ce que ça va leur plaire? Donc, je me suis dit, c'est quelque chose que je vais tester pendant un temps où j'ai un peu moins de boulot. Parce qu'au pire, ce sera que du temps de perdu. Et de toute façon, je voulais le faire pour mes enfants. Donc, et c'est quelque chose que j'ai vraiment bien aimé faire. Donc, j'ai envie de le faire sur d'autres outils, peut-être, par la suite. Voilà, que je vais continuer peut-être à alimenter. On va voir. Top. Et d'ailleurs, comment ta communauté, elle a réagi quand tu l'as lancé? Bien, j'étais assez contente en fait parce que le premier jour de lancement, t'as toujours pas mal de commandes et après je me suis dit après peut-être que ça va un peu ça ralentir. Donc effectivement, après ça ralentit, mais de temps en temps j'ai de nouveau des commandes un petit peu sur cet outil. Alors après ça c'est vraiment un outil qui est intéressant de mettre par exemple en début d'année, donc je sais pas si après ça va continuer à perdurer, mais je me dis peut-être que je la mettrai à jour et je continuerai un petit peu à la proposer ou je mettrai à jour les illustrations parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit là c'est dommage, mon enfant est encore trop petit, mais si vous continuez à le faire ça m'intéresse et tout. Oui, puis une fois que c'est fait, c'est facile, enfin les gens peuvent le trouver facilement et ouais. Et en termes d'outils, comment t'as fait pour le vendre en ligne? Enfin, ça a été un sujet pour toi parce que tu viens pas du digital ou... Oui, c'est forcément. Après, tu le sais, c'est-à-dire que avec l'expérience, même sur mon ancien métier, qui est pas le même métier, tu sais très bien que quand tu lances un nouveau truc, tu auras forcément des choses qui vont pas se passer comme prévu. Donc ça, je savais qu'il fallait de toute façon que je lance pas ric-rac entre deux projets, quoi. Je me dis, il faut que j'ai un petit peu de marge parce qu'il y aura forcément des choses. Et effectivement, il y a des choses qui se sont pas passées comme prévu. Donc oui, t'as forcément ce truc-là. Il s'est passé quoi de pas prévu? J'avais mon compte. En fait, j'utilise très peu PayPal, comme il y a beaucoup de frais dessus, et mon compte PayPal était bloqué en fait le jour où je l'ai lancé, donc les gens ne pouvaient pas payer. Donc petit détail. Voilà, petit détail. Donc du coup, j'ai passé la matinée à régler ce truc-là, ce qui n'était pas évident en plus parce qu'on était qu'à contact cette semaine-là, donc on était confinés chez nous avec les enfants et mon mari. Donc autant te dire que voilà, c'était un peu sport, mais bon après tu trouves des solutions. Hein, c'est voilà. Ouais. Les aléas du direct. Ouais. Puis après, tu te dis que de toute façon, comme c'est un truc que tu testes, la fois d'après, ça sera forcément plus facile parce que tu sais comment ça se passe. Donc, c'est ça. Est-ce que, donc, il y a une autre question d'une personne sur Instagram. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite aussi se lancer dans la BD? Alors, dans la BD, c'est difficile parce que moi, j'ai pas encore commencé un petit peu ce domaine-là. Je suis un petit peu j'aimerais bien en faire, mais du coup, c'est un petit peu Alors, peut-être qu'il y a la limite BD en pensant illustration, je pense. Ouais, parce que c'est des questions vraiment différentes. Parce que si tu veux te lancer, on va dire, je vais essayer de répondre aux deux à mon niveau, hein, parce que je suis pas une experte. Alors dans l'illustration, je dirais juste de commencer à dessiner et de montrer ton travail en fait. Et après, continuer à t'acharner, même si au début c'est difficile et même si au début ça prend du temps, même si t'as l'impression que ça marche pas et même si t'as l'impression que tu fais de la merde. Je dirais que c'est de s'acharner et de montrer ton travail et de dessiner. Donc ça, voilà, je pense que c'est le premier conseil. Et après, si c'est dans la BD vraiment, c'est aussi de montrer son travail et d'essayer de gagner en visibilité le plus possible. De tester on a quand même cette chance aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux où tu peux tester ton travail voir si ça plaît, voir si t'as des retours et tout ça, et après d'envoyer un maximum de ventes possible, quoi. Pas avoir peur de montrer ton travail. Au début, de toute façon, tu te prends forcément des retours de bâton. Parce que quand tu démarres quelque chose, tu démarres jamais au top niveau, ça saurait sinon. Donc, faut forcément que tu démarres en bas et que tu le fasses, quoi. Et puis, à force de travail, ça paye. Ouais. Et une dernière question de personnes sur Instagram. Est-ce que tu as 3 tips pour réussir dans ton métier? 3 tips. Ouais. En fait, ça rejoint un petit peu ce que j'ai déjà dit sur les précédentes questions. Je pense que ça va être un peu redondant, mais de pas laisser tomber, ce qu'on disait tout à l'heure, de s'acharner, tout ça. 3 tips sur vraiment ce métier. Ouais. De pas hésiter à travailler à prendre des modèles,
que ce soit de la photo, du réel, à travailler sur des choses pour entraîner ta mémoire, entraîner ton œil, et à le faire régulièrement, parce que ça c'est important, et ça sera de plus en plus facile à force. Et de pas hésiter aussi à recopier des choses qui sont des affaires. Alors pour toi, pas pour les plagier et les montrer, mais pour toi, pour apprendre les codes du dessin. Je pense que c'est aussi intéressant de voir comment quels codes les autres utilisent. Voilà, de quelle manière ils voient les choses, c'est aussi intéressant. C'est amusant parce qu'en fait, c'est ce que me disait Camille Perrotte, qui a gagné le meilleur pâtissier. Elle s'inspire à la base dans ses recettes, par exemple, de Michalak, qui va, je sais pas moi, la tarte, la pâte feuilletée ou je sais pas quoi. Et après, du coup, elle compose ses recettes à partir de trucs inexistants. Et c'est ce qu'elle disait, c'est qu'en fait, t'es créatif à partir de la base de choses qui sont créées, mais en fait, tu peux pas tout créer de from scratch, en fait. Ouais, et puis c'est à force de le faire encore et encore aussi que tu vas pouvoir t'éloigner de ça et trouver ton propre truc, quoi. Ouais, exactement. Moi, je sais, tu vois, que je peins, je fais des trucs. Et à chaque fois, en fonction des périodes dans ma vie, je change complètement de style, de choses que je peins et compagnie. Et à chaque fois, je m'inspire, je vais sur Pinterest ou sur Instagram et je m'inspire à max de tableaux. D'ailleurs, moi, l'autre jour, j'étais sur Instagram et puis il y a ma fille qui fait « Ah, mais maman, c'est ton tableau !» Je dis « Bah ouais, mais c'est juste que j'ai pas utilisé les mêmes couleurs, j'ai pas utilisé les mêmes matières, mais ça me permet de prendre confiance en moi sur le truc et puis après, tu fais ton truc, truc à toi, quoi. » Ouais. C'est quoi pour toi la réussite ? Oh, tu m'avais pas déjà posé cette question-là ? Si, mais comme ça évolue. La réussite. J'ai peur de dire la même chose que la dernière fois, mais je me souviens plus ce que j'avais dit. Je pense que c'est d'être aligné dans tous les pans de ta vie, quoi, d'avoir trouvé un équilibre entre ta vie perso avec ta famille, ton boulot, enfin voilà, d'avoir quelque chose d'à peu près aligné où tu es bien partout. Et toi, comment toi aujourd'hui par rapport à ça ? Ben bien, justement, c'est ce qu'on disait la dernière fois, de pouvoir allier les deux sans avoir l'impression que ton job c'est un pan de ta vie et ta vie perso un autre pan de ta vie. Enfin, j'ai plus de vie perso, vie pro, c'est juste ta vie, quoi. En fait, avec des choses d'un côté, des choses de l'autre, mais qui s'entremêlent. Voilà, il y a plus de limite entre les deux, quoi. Je sais plus à qui j'en parlais justement. Je crois que c'est ma mère qui me disait, mais t'arrives à faire à vraiment mettre une limite entre ta vie pro et ta vie perso. Et je lui dis, mais en fait, j'en ai plus envie, c'est juste ma vie maintenant, en fait. Où, voilà, à des moments, je vais peut-être bosser 1 heure, mais alors que je suis avec mes enfants, et inversement, ou bosser le week-end, mais je m'en fous, c'est pas enfin, voilà. C'est assez marrant, on en parlait avec, alors attends, je vais bugger, mais je sais plus qui c'est. C'est une de mes invitées récemment où j'ai fait le montage du post et qui disait un truc, c'est qu'en fait, t'es un peintre. Un peintre, tu vas pas lui dire il est vendredi soir 18h, tu recommenceras ton tableau lundi. Oui. Un chanteur, tu vas pas lui dire il est en train d'écrire une chanson et il est 18h30, on est vendredi. Et en fait non, en fait quand t'es dans ton truc à toi, t'as plus l'impression en fait de bosser en fait. Mais complètement. Et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à un moment où t'as pas envie de bosser, parce que t'es fatigué ou parce que voilà, tu dis non, tant pis, là je bosse pas et je bosserai un moment où vraiment je serai hyper motivée et du coup c'est ça. Voilà, et puis t'as pas de... Et puis un truc aussi chez les femmes, on va en parler. J'ai interviewé Gaëlle Baldassari. Ça sera l'épisode là dans 3 semaines, dans 3 semaines. Et elle raconte un truc, c'est qu'en fait Gaëlle, elle a monté une boîte qui s'appelle Kiffe ton cycle. Donc c'est très lié aux femmes et j'ai envie de dire quand t'écoutes son TEDx, quand tu te dis en fait les hommes, c'est intéressant de se dire aussi comment les femmes elles travaillent parce que t'as forcément des femmes dans ton entourage, que ça soit ta femme, ta mère, des gens avec qui tu bosses. Et en fait elle dit ce qui est plein de bon sens, c'est qu'on a un cycle menstruel et qu'une femme c'est pas linéaire et qu'il y a des moments dans le mois où t'as des petits coups de down, des moments dans le mois où t'es boosté, t'as les hormones qui font que t'es en mode t'as des idées, t'es pleine d'enthousiasme et c'est aussi savoir accepter ça parce que ton corps il est pas tout le temps pareil, tes hormones elles sont pas tout le temps pareilles et ça c'est l'avantage justement aussi d'être à son compte, c'est que tu vas vivre et travailler aussi par rapport à ça tu en peux fait. T'adapter à ça. Ouais. C'est un vrai sujet. Ouais, mais je sais plus, il y a une illustratrice qui disait ça justement, mais je crois que c'est Margot Motin
qui disait que elle avait compris avec le temps, au fur et à mesure des années, qu'effectivement, en fonction de son cycle, il y avait des moments où vraiment elle avait beaucoup d'idées et que ça revenait vraiment par rapport à son cycle, quoi. Et qu'elle disait, bah là, je sais que c'est pas la peine. Et là, je sais que par contre, je vais me mettre du boulot à ce moment-là parce que je sais que je vais être hyper créative, hyper productive, quoi. Et moi, tu vois, je sais que quand j'avais été coachée suite à mon burn-out, quelques mois après le début du coaching, où j'étais censée aller mieux, et il y a des moments où je disais mais ça va pas et tout, et puis elle m'a dit mais regarde, télécharge-toi une appli genre Clou, je sais pas quoi, pour suivre ton cycle. Et elle me dit regarde en fait, à quel moment ça correspond à ton cycle. Et si c'est au moment où t'as tes règles, au moment où t'ovules, en fait c'est cohérent que t'aies un coup de dinde. Et en fait c'était ça, c'était pas que. Ouais, puis en plus tu peux le noter, donc tu peux voir si ça revient chaque mois et tout sur ce type d'application. Exactement. Donc c'est intéressant d'analyser ça aussi. C'est ça. Et tu te dis en fait c'est un truc avec lequel on n'a pas été. On nous a pas élevés à regarder ça. C'était tabou, nous. Complètement. C'est clair, genre, elle a ses règles. Ou alors tu étais indisposée. C'est ça, ouais. Voilà. Alors qu'en fait, t'as plus de la moitié de la population française mondiale même, qui sont des femmes et qui ont ça, en fait. Et. C'est clair. C'est un vrai truc et je trouve que moi, en tout cas, ça m'a énormément aidé de regarder ça parce que je me dis au fait oui ok là j'ai un coup de dinde mais c'est pas parce que j'ai le burn-out qui pointe le bout de son nez, c'est juste que c'est juste un SPM ou c'est ça quoi, c'est exactement. Ouais. C'est quoi tes prochains défis? Mes prochains défis, j'aimerais bien, ce que je disais tout à l'heure, peut-être faire une BD entière du coup, donc là écrire les textes. Ouais. Donc je suis dessus. Mais pour l'instant, il y a rien de fait, donc j'attends de voir un petit peu. Mais j'aimerais bien, alors que ce soit à court terme ou à long terme, donc peut-être que ce sera pas tout de suite. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps. Donc là, l'idée c'est quoi? C'est de contacter une maison d'édition avec un petit brief, ou est-ce que tu attends que elle soit faite pour pouvoir la proposer à une maison d'édition? Non, je pense que je vais essayer de contacter des maisons d'édition. Après, souvent, ce genre de choses, c'est aussi fait d'opportunités. Donc pour l'instant, on va voir. Ouais. J'espère pouvoir t'en reparler bientôt. La prochaine fois. On verra. Ouais, avec plaisir. Est-ce qu'il y a un moment dans les 3 derniers mois qui se sont passés, les 6 derniers mois qui se sont passés, où tu t'es dit pourquoi pas moi? Je réfléchis. Ça, justement, de me dire pourquoi je ferais pas une bande dessinée. J'ai toujours eu l'impression que c'était quelque chose qui était infaisable ou qui était qui était fait pour ceux qui avaient un pied dans le milieu, et finalement en discutant un petit peu avec les collègues illustrateurs, on se rend compte que non, si t'as la volonté, tu peux tout à fait avoir des projets comme cela sans pour autant faire partie du truc, quoi. Donc ouais, je pense que c'est ça. Ça va faire une bonne transition avec la question d'après sur le conseil. À l'époque, tu disais ton conseil, c'était essayer de trouver un réseau et parler avec des gens qui partagent la même chose que toi. Est-ce que tu as un nouveau conseil? Ouais, je dirais faire des pauses. Parce que avant d'être freelance, je me disais oui, je pense que si tu t'organises bien, t'as ton planning et tout. Avoir vraiment des vrais moments pour toi où t'es pas soit à bosser. Et en fait, je me rends compte que quand même c'est un petit peu plus compliqué que ce que je pensais, parce que quand t'aimes vraiment ton boulot, t'as envie de le faire tout le temps. Mais il y a un moment où t'es plus efficace, quoi. Donc faire des vraies pauses dans la journée, prendre des vraies vacances, même si c'est hyper difficile quand t'es freelance. J'ai réussi là à le faire cet été, et franchement, je suis revenue hyper reboostée et tout. Et je pensais pas pouvoir le faire. Et ça, je pense qu'il faut vraiment se donner les moyens de le faire, quoi. Le prévoir vraiment dans son planning. Tu vois, là, j'avais prévu de prendre de l'avance sur des choses, justement, pour ne pas être encombrée par ça. Et je pense que ça se prévoit et c'est important de le faire. Ouais. Ça, c'est un truc qui est important aussi, c'est de dire que même si t'es dans ta mission de vie, même si tu fais ce pourquoi t'es fait, même si t'as plus l'impression de travailler, clairement, dans n'importe quel métier, il y a des moments où t'as des petits coups de fatigue parce que c'est humain, en fait. Ouais, t'as besoin juste de penser à autre chose, quoi, même si ça te plaît. Ouais, tout à fait. Et est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, dans ces moments plus ou moins difficiles, où tu te dis en fait c'est pas ça, est-ce que ça t'as des doutes, ou en fait au fond de toi tu sais que c'est ça, mais c'est juste il y a des moments où t'es moins au top, où je doute sur le fait de faire ça, ou que ce soit pas forcément non, pas du tout.
Non, pas du tout. Enfin, je me fais justement cette réflexion quand je me dis j'ai trouvé vraiment une vraie utilité en plus que ce que je faisais déjà, où j'ai l'impression d'être exactement là où je dois être. Ah, génial. À qui as-tu envie de te dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Je vais remercier des personnes en plus que toutes celles que j'ai déjà remerciées, que je remercie toujours en priorité, qui sont mon mari, voilà, qui sont aussi tous les collègues illustrateurs avec qui je discute chaque jour. Enfin, cet entourage-là, j'ai envie de le remercier à chaque fois parce que au quotidien, ce sont des gens qui me portent. Mais la personne que j'aurais envie de remercier en plus aujourd'hui, je dirais, c'est l'éditrice avec qui je travaille. J'ai travaillé sur ce premier livre parce que malgré tout, c'était un premier livre. Et elle est super, quoi. Je sais pas si elle écoutera, mais voilà, d'avoir eu un super feeling avec elle. Voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'ai envie de remercier de m'avoir fait confiance et d'avoir ce contact humain avec elle. Voilà. Génial. Merci beaucoup, Cyrielle. Et puis j'ai hâte d'avoir la suite et de voir ton livre. Merci à toi. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de l'avoir entre les mains. Ouais, c'est un vrai moment d'émotion. Ouais. Je me rappelle le jour où mon livre est arrivé. En fait, il y a un gros carton qui est arrivé, mais je savais pas que ça arriverait à ce moment-là. Et j'ouvre et t'es là, waouh! Et puis la première fois où tu le vois en librairie ici. Ah ouais, ça fait quelque chose, je pense. Et puis en plus, moi, ça avait pas mal tardé à ce que je le vois en librairie parce qu'il est sorti pendant le confinement. Et du coup, j'avais pas eu l'occasion d'aller en librairie. Et donc, du coup, la première fois où tu y vas, t'es là. Ah ouais, petite émotion. C'est ça. Et la petite anecdote drôle sur les enfants, c'est que un jour on va chez Cultura et du coup les enfants, moi je leur dis venez on va voir mon livre et tout. Et puis une fois il y était, donc super, trop content et tout. Et puis la fois d'après il y est pas. Et donc je vais voir le chef de rayon en disant voilà, est-ce que vous l'avez et tout, parce que t'as envie qu'il soit en rayon surtout à la rentrée quoi. Et il me dit non et tout a été vendu donc voilà. Et puis là on s'en va et puis il y a mon fils qui me dit mais maman, il avait pas l'air si impressionné que ça, qu'il y a un auteur dans son magasin. Mais trop chou, tu sais, genre en mode maman superstar avec les yeux d'enfant, t'es là, mais bon, tu sais, je pense que... Tu lui avais dit que c'était le tien ou Oui, j'avais dit que c'était le mien. Voilà, t'es pas allé en mode je cherche ce livre sans dire vraiment. Au début, j'ai fait ça, et puis après, je me suis dit, bon, j'assume parce que je voulais qu'il, en disant, mec, pourquoi il est pas en rayon, pour comprendre et tout, et après, on reparlait avec la maison d'édition. Et au début, j'étais là, bon, j'y vais un peu, j'y vais, mais j'ai peur, mais du coup c'était genre waouh, enfin mon petit bout de chou, t'es là, mais en fait il devait être fier de toi, t'es là, oui chaton, mais non, mais tu sais, bon, je pense que des auteurs il y en a beaucoup quand même et que non, il est pas plus impressionné que ça. C'est clair. C'était la petite minute trop mignonne quoi. Ouais, tu m'étonnes. La fierté des enfants dans les yeux, c'est ce qu'il y a de plus faux. Merci Cyrielle, à très vite. À bientôt. J'espère que ce 3e rendez-vous vous aura plu. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Je vous donne rendez-vous demain sur la newsletter de Pourquoi pas moi et à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Au revoir.